accord cadre d'Addis Abeba, vous l'avez suivi comme nous, les chefs d'État et de gouvernement et des délégations dans un sommet, le 10e de l'histoire de cet accord signé dans la capitale éthiopienne. Ce sommet venait de se clôturer à Kinshasa. Dans un premier temps, Museveni a passé les témoins à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette organisation. C'est un mécanisme régional qui a été signé d'abord pour le suivi de l'accord cadre, la RDC avec son président à la tête, mais le communiqué final parle justement d'un engagement de ces chefs d'État et de gouvernement qui veulent s'attaquer efficacement contre les causes des conflits, mais avec quel acteur qui sont eux-mêmes des problèmes au lieu d'être des solutions. Nous parlons des pays voisins de la RDC. La question turlépine la cervelle de beaucoup de Congolais, de beaucoup d'observateurs. L'actualité, c'est aussi cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Moscou bombarde malgré les sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés européens. L'ONU s'envoie alors qu'elle est en conseil de sécurité, en réunion du conseil de sécurité ce vendredi. Déjà 3 invités, en attendant le 4e, Choukourou. Bruno Kaïmoa, vous êtes expert en relations internationales. Et puis, professeur, bien entendu, il faut le reconnaître. Et puis, Carlos Moupili, vous êtes juriste. Spécialiste en droit public international. Au-delà de la société civile. Et nous avons le tout premier dans cette sphère, c'est pour la première fois, Idez Mukua. Mukua qui signifie l'os. L'os, oui. En lingala. En lingala. Oui, bon. Lingala qui Congo, bon, ça tiré voilà. Du patrimoine culturel congolais. Vous êtes juriste, vous n'engagez pas le barreau autour de cette table. Vous vous intéressez justement à ce qui se passe au niveau international. On ouvre avec le mécanisme régional des suivis de l'accord cadre. Moupili, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement à s'attaquer efficacement aux causes des conflits, mais comment on peut résoudre les problèmes avec ceux qui constituent eux-mêmes le problème? Vous avez posé la question avec une partie des réponses, d'autant que vous avez été dans la sphère diplomatique de notre pays pendant les moments les plus durs de son histoire. Vous savez, cet accord cadre d'Addis Abeba, moi je l'ai toujours combattu depuis sa mise en place. Je me rappelle même de notre échange avec le fait professeur Bioya qui faisait l'apologie de ces traités. Ce traité-là, dit accord de paix d'Addis Abeba, a un problème. Parce que c'est un accord signé entre la RDC et la région. Et lorsqu'on dit la région, c'est les autres États de la CIRGL. CIRGL qui n'est pas à confondre avec les CPGL. Donc c'est 9 voisins du Congo plus la RDC et le Kenya. Alors, votre question, ils décident de s'attaquer aux causes. Mais pourquoi décider aujourd'hui? Pourtant, ce traité qui a été signé et avec les effets de pacta sunt servanda, les États partis ne respectent pas l'application de ces traités. Je donne les exemples. Dans ces traités, il y a la coopération judiciaire internationale contre les terroristes. Mais nous avons vu, c'est depuis 2012 que les terroristes M23 trouvent l'hospitalité dans les États voisins qui sont États partis des traités ou des pactes de la CIRGL. Donc, nous allons dire quoi? Depuis que cet accord a été mis en place, vous trouverez que c'est un accord qui
ne respecte même pas la norme impérative du droit international général. Parce que vous trouverez dans ces traités, il y a les exigences qu'on demande à la RDC, ça relève des attributs de notre souveraineté. On demande trop à la RDC. Et à la région, on les rappelle que le principe généraux du droit international, non-ingérence, tout ça c'est dans le pacte de Siergel, ça se trouve dans la charte de l'Union africaine, ça se trouve dans la charte des Nations Unies. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cadre, dans cet accord cadre? En fait, on voulait montrer que la RDC, c'est comme dans un quartier, un ménage où il y a les parents qui ne savent pas bien encadrer leurs enfants voyous, qui dérangent la quiétude des voisins. D'où les voisins, avec ce ménage-là, signent un traité pour gérer maintenant la maison de ses voisins, qui a été capable de gérer sa propre maison. Donc, pour moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça, et surtout l'hypocrisie des États voisins, qui sont des acteurs importants, qui pouvaient vraiment changer la donne et garantir la paix dans notre pays. Apparemment, vous dédouanez la soi-disant communauté internationale. Est-ce qu'elle aussi n'est pas hypocrite dans son approche? Les États-Unis ont envoyé quelqu'un en tant qu'observateur au sommet de Kinshasa. Voilà, l'Union européenne ne peut pas manquer là-bas. Et certains chefs d'État ne sont pas venus. Kagame serait-il en train... il semble que lors du sommet, lui, il était en train d'inaugurer un stade quelque part. Alors, Bruno Caïmois, pourquoi cette hypocrisie? Est-ce que, à votre humble avis, il s'agit d'une hypocrisie? Oui, Fabien, merci pour m'avoir associé à ce débat. L'hypocrisie fait partie de la diplomatie. L'hypocrisie, c'est une des stratégies, donc on n'a pas à pleurnicher. Un diplomate, quand il est en train de négocier, il peut utiliser l'hypocrisie comme stratégie. Moi, je suis partisan de ce qu'on appelle le real politique, donc la politique réelle. Et quand on est sur la scène internationale, il y a un comportement qu'il faut afficher, il y a un comportement qu'il faut avoir. Sur la scène internationale, ce n'est pas un espace pour pleurnicher, pour s'y player, pour prier. C'est un espace pour savoir jouer les jeux de la puissance. Et donc, si vous êtes faible, il faut savoir travailler pour que vous puissiez savoir protéger vos intérêts. L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un outil pour résoudre principalement les conflits congolais, la crise congolaise. Et cet outil peut être utilisé de différentes façons par ces différents acteurs qui sont au niveau de la sous-région. Mais ce que moi j'ai aimé... L'engagement de Kinshasa, au-delà justement de normes de bureaux, au-delà de tous les principes en droit international et même en relations internationales, dites-nous, cet engagement de Kinshasa, qu'est-ce que ça va changer? Ils sont venus évaluer. Ils disent qu'ils vont s'attaquer efficacement aux causes des conflits. Est-ce qu'avant, ils n'avaient pas identifié les causes des conflits? Je dois vous avouer, Fabien, que tout ça, personnellement, n'a pas attiré mon attention. Donc, il y a un fait qui a attiré mon attention. Suivez un peu ce que je vais présenter comme analyse. J'ai constaté que le président rwandais n'est pas venu. Mais curieusement, le président ougandais était là, le président angolais était là, le président du Congo-Brazzaville était là, le président burundais était là. En diplomatie, nous sommes là en train d'assister vers l'isolement de Paul Kagame. Et ça, c'est un point extrêmement... Il a envoyé son premier ministre, le Kenya. Bon, le Kenya est un peu loin de Kinshasa ou de la RDC, il faut le comprendre, mais... vous avez compris qu'il a envoyé son premier ministre. Il a envoyé... Est-ce que ce n'est pas une réciprocité
Parce que le président Tshisekedi a envoyé le premier ministre Sama Lukonde à Bruxelles, où Kagame était allé bien avant. Est-ce que ce n'est pas une réciprocité? Et également la rencontre d'Oyo au Congo-Brazzaville. Kagame était absent, mais Museveni était là. C'est ça ce que je suis en train de dire, Fabien. Et donc là, la République démocratique du Congo doit pouvoir rester constant dans le travail qui est en train de se faire. Et donc, on sait qu'au niveau de la région ou de la sous-région, ça dépend de la compréhension que chacun a. Le vrai semeur de troubles, c'est le président rwandais. Et alors, si le pouvoir congolais peut déjà être à mesure de mobiliser tous les autres présidents et d'isoler, parce qu'en diplomatie, on regarde, on se pose les questions, qui vont être au sommet? Si je vais à Kinshasa, ça serait pour jouer mon rôle ou pour m'humilier ou pour être attaqué par les autres pairs. Moi, je crois que Kagame a mesuré sa présence à Kinshasa. Il a dit, si j'y vais, ça ne serait pas pour faire passer ce que je vais, mais attention, je peux être attaqué. Et ça, le pouvoir de Kinshasa est en train de bien jouer ces jeux-là. Il faut qu'il reste constant, qu'on travaille plus pour plus aller vers l'isolement. Les contextes diplomatiques de la sous-région, pour ceux qui savent lire les signes des temps, sont en train de montrer que le président rwandais est de plus en plus en train d'aller vers l'isolement. Et alors, il faut que la diplomatie congolaise travaille pour isoler le premier semeur des troubles dans la région, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de prendre conscience pour savoir apporter la paix dans la région. Merci. Et au niveau interne, il faut que nous sachions aussi bien gérer le problème interne pour ne pas être surpris par d'autres situations qui peuvent venir au niveau de la sous-région. Merci Bruno Kayimoa. Je suis maintenant à vous, Monsieur Mokoua Idezan. Quelle est votre analyse personnelle de la situation, cette rencontre de Kinshasa? Succès diplomatique pour Félix Tshisekedi, bien entendu, parce que les principaux acteurs sont arrivés, sauf celui qu'on appelle le mauvais élève de cet accord et de la CIRGL. Alors, disons-nous les choses clairement, les causes auxquelles maintenant les chefs d'État vont s'attaquer des gouvernements de manière efficace, quelles causes? Est-ce qu'avant, elles n'étaient pas identifiées? D'entrée des jeux, je dénonce d'abord l'hypocrisie, comme mes prédécesseurs l'ont dit, qui caractérise cet accord. Or, l'accord, c'est le consentement des personnes sincères qui se rencontrent pour décider à aller de l'avant ensemble dans un domaine donné. Ici, il y a de l'hypocrisie. D'ailleurs, les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba eux-mêmes sont divisés entre eux. Donc, comme le disait mon prédécesseur, déjà Paul Kagame ne s'entend pas avec ses voisins, l'Ouganda, les Burundi, et aussi la RDC, parce qu'il a... Ils s'entendent, ne vous fiez pas à ce qu'ils ont ouvert la frontière, non? C'est le mentor avec son mentorisé. Ne vous fiez pas à cette apparence. De quelle époque à quelle époque que cela est arrivé? La fermeture de frontières jusqu'à son ouverture. Et puis, cette ouverture, ce n'est que pour qu'il y ait les échanges commerciaux. Mais ce n'est pas, par exemple, pour la coopération politique. Et puis, cette hypocrisie est manifestée. Lorsqu'il y a, par exemple, le président ougandais présent, le président burundais n'y sera pas. Lorsque le président, et puis c'est vice-versa, vous remarquerez même, si je peux aller plus loin, vous constaterez que le seul fait pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir coopéré avec l'Ouganda pour appeler l'armée ougandaise à venir épauler l'armée congolaise dans la lutte contre les groupes armés, en l'occurrence l'ADF à l'Est, vous remarquerez que Paul Kagame n'a pas vu ça des bons yeux, et puis il était contre. C'est ainsi que ces sorties diplomatiques ont commencé pour attaquer la RDC. Et puis la même hypocrisie qui est aussi la distraction dont nous parlons, c'est que cet accord cadre d'Addis Abeba n'a été signé que concernant la RDC. Parce que les sujets du droit international qui a occasionné cette signature de l'accord à Addis Abeba, c'est l'Est de la RDC. Or, en même temps que les mêmes signataires s'étaient rendus à Addis Abeba pour signer, afin de vouloir pacifier principalement l'Est de la RDC, mais vous remarquerez que le même signataire qui continue à soutenir les groupes armés à l'Est du Congo, qui endeuille au quotidien les citoyens congolais, mes frères. C'est pour vous dire que c'est de l'hypocrisie.
sur table et ils ont signé ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc, je ne peux pas croire ni donner de crédit à ce que vous appelez, vous, l'accord d'Addis Abeba. Ce n'est même pas un accord, ce n'était qu'une pire distraction pour faire croire aux Congolais que les choses iraient. Parce que la RDC est jusque-là victime de la violation flagrante du prétendu accord. Et aussi, la RDC a toujours été du côté de la victimisation. Or, il y a un principe même en relations internationales et même en droit international que les États se préparent au quotidien à la guerre. Ça, on ne l'enseigne pas, mais on le dit. Les États, tous les pays au quotidien, ça veut dire que les États au monde doivent se préparer au quotidien à la guerre. Raison pour laquelle le deuxième sujet, je ne veux pas encore anticiper, vous verrez que les pays continuent à se armer, à se doter de l'arme la plus puissante que redoute la planète, comme l'arme nucléaire. C'est pour vous dire qu'ils se préparent à vouloir se protéger et à vouloir aussi attaquer. Alors, Christian Choukourou, vous venez de nous joindre. Nous parlons de l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba concernant la paix dans l'Est du pays, l'engagement des chefs d'État et du gouvernement, un engagement sincère ou de réunion de bureaux sous l'objectif des caméras et c'est fini, voilà. Et l'absence de Kagame, un homme qui va vers l'isolement comme le dit l'internationaliste, où c'est pour dire, allez vous réunir, moi je suis au service des multinationales, je vais continuer à déstabiliser le Congo. Merci Fabien. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout, en RDC et à l'étranger. Pour aller droit à la réponse de votre question, je crois qu'ici, il est question de savoir ce que chacune des parties veut. L'accord cadre d'Addis Abeba, 8 ans déjà, était consécutif au conflit que la RDC a connu, que je situe à des niveaux, disons à mon sens. C'est d'abord au niveau étranger, au niveau de la région, et aussi au niveau interne. C'est ainsi que il y a eu 6 engagements concernant la RDC, que la RDC devrait respecter, 6 ou 7 engagements que la région devrait respecter, et 6 que la communauté internationale devrait respecter. Lorsque vous essayez de faire les bilans, vous vous rendez compte effectivement c'est un jeu de ping-pong. Parce que au moins Kagame, c'est ce qu'il veut. Mais la République démocratique du Congo, à mon sens, ne sait pas ce qu'il veut. D'autant plus que vous suivez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. En fait, on va aborder cette affaire de la crise ukrainienne, mais vous nous présentez là Kagame en Poutine africain. Laissez-moi aller dans la logique de ma réflexion, cher Fabien. Le problème ici, c'est au niveau de l'équilibre de force. Depuis plus de 20 ans, nous avons la MONUSCO avec la résolution 1279. Quand cette résolution est tombée, on a pensé qu'avec la MONUSCO, on ne parlerait plus des groupes armés. Mais le bilan, il est malheureusement ce qu'il est. Revenant à ma réflexion, je dis que Kagame sait ce qu'il veut. Il sait qu'il ne peut trouver gain que dans le conflit, qu'en alimentant différents groupes armés, parce que c'est la région des groupes armés qui écume l'Est, mais aussi c'est à l'interne. Il nous faut, la République démocratique du Congo, et je insiste, doit tout faire pour s'organiser à l'interne. Essayer d'organiser l'armée, c'est une des recommandations d'ailleurs, quand on parle de réforme de l'armée et de la police. Aucun pays au monde ne peut compter sur la défense de son propre pays par d'autres personnes. Et aujourd'hui, Kagame se moque de nous parce qu'il connaît à peu près la situation de notre armée, il connaît à peu près la situation politique de notre pays. Qui lui donne l'information sur la situation de notre armée, apparemment. Mais je vous ai dit qu'il a des complices à l'interne. Il sait ce qui se passe. Parce vous connaissez les complices? Mais écoutez, ce n'est pas à moi de le dire sur ce plateau de télévision, mais c'est connu que Kagame a des agents, il a des éléments qui l'informent à tout moment.
vrais Congolais ou des Congolais? J'en appelle qui donnent aujourd'hui des à un informations consensus national autour de notre sécurité. Parce que chaque jour, nos concitoyens sont en train de mourir. Et c'est inacceptable. Les gens pensent que les conflits à l'Est, c'est une affaire du pouvoir et non de l'opposition. Quand un pouvoir arrive, il essaie de jouer son jeu. Au lieu de trouver des solutions, on essaie de tirer son épingle du jeu pourvu que son pouvoir, n'est-ce pas, arrive à être, donc, comment dirais-je, à être là. Le reste ne les concerne pas. Lorsque vous suivez les engagements de la République démocratique du Congo, il y a un engagement que je considère important, c'est autour de la réconciliation nationale. Et malheureusement, ces groupes armés tirent le ficelle autour de la question d'identité de qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais encore une fois, sur cette question stratégique, le gouvernement de la République essaie de jouer au jeu d'hypocrisie. Et pourtant, c'est un point par lequel on nous attaque. C'est un point par lequel on nous déstabilise. Le Rwanda, sans le conflit chez nous, il n'aura jamais une économie stable. Ce n'est pas à moi de vous donner tous les détails ici, tout le monde le sait. Il faut nous organiser à l'interne. Et là, j'en appelle à tous qui sont dans l'opposition, à ceux qui sont au pouvoir, de privilégier l'intérêt de la République. C'est hyper important. Merci, Monsieur Choukourou. Monsieur Mopili, vous suivez, Monsieur Choukourou? Apparemment, il ne croit pas en cet engagement de Kinshasa, des chefs d'État et de gouvernement, avant la rencontre de Bujumbura, parce que le 11e sommet est prévu à Bujumbura, la capitale de Burundi. Quelle est votre réaction par rapport à l'appel qu'il lance, nous organiser à l'interne, colmater les brèches, boucher tous les trous et les fenêtres par lesquelles les ennemis entrent, n'est plus accepté que des Congolais accèdent à des informations stratégiques pour alimenter Kagame, et puis, voilà, n'est pas compter sur des réunions de bureau et nous souder. Est-ce que vous croyez en ce qu'il dit? Oui, relativement. Vous savez, moi j'ai toujours considéré ce genre de rencontres comme des kermesses où les gens, bon, ça offre les occasions de se saluer, de prendre des photos de famille. Parce que c'est déjà vu, déjà entendu, vous avez couvert ça, vous avez été d'ailleurs plusieurs fois dans ce genre de rencontres, mais rien. C'est comme je considère ça, c'est comme des fêtes de Pâques ou de Noël hein, à l'église catholique. C'est chaque année où Jésus naît, après Jésus ressuscité, après on attend l'année prochaine, même chose. Alors, pourquoi? Je connais chez nous dans la société civile, cet accord cadre, quand il est arrivé, il y a des gens qui se disent des experts. Nous, on s'est rencontrés une fois aux mêmes lignes dans ce genre de rencontres. Mais j'ai vu la délégation rwandaise. C'était quand vous voyez les gens qu'on a alignés, c'est des experts en droit public international, en relations internationales. Est-ce que nous pouvons revenir un peu là? Vous ne restez pas dans l'autoflagellation. Non, j'arrive. Allons vers... Lorsque vous avez des géants invités, limitez-vous à une question ouverte, pas dichotomique à choix forcé. Parce qu'on y arrivera. Mais de notre côté, qui dans la société civile, on envoie? Les comptables, les infirmiers. Alors, certaines choses, nous pouvons en parler à l'interne, peut-être faire des propositions. Allons vers le vrai débat. Lorsqu'on dit Kagame, non. Moi, je dis relativement pour dire quoi? Chaque pays a des services de renseignement extérieur. C'est que je n'ai jamais été d'accord à ce que l'on a toujours dit, avec ces raisonnements par raccourci, de dire que non, nous sommes infiltrés, c'est pourquoi notre armée est faible, c'est pourquoi on ne peut pas être à mesure de sécuriser notre pays. Non. Même dans l'armée américaine, il y a des légionnaires, des étrangers. L'armée française, on n'en parle même pas. En Angola, les Tigres, les ex-Katangais, ils sont des officiers généraux dans l'armée angolaise. Mais ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, nous pouvons frapper l'Angola. Ici à Brazzaville, nous avons des Congolais, les anciens de la DSP, ils sont là. En Centrafrique, il y a les Congolais qui sont là. Kagame lui-même, il était le patron des renseignements en Ouganda.
Il a étudié à West Point avec les passeports et l'argent des Ougandais. Même James Kabara, il a été formé comme Ougandais. Mais cela ne revient même pas à dire. Le petit Burundi qui fait tête au Rwanda, il y a les Tutsis, il y a les Hutus qui sont des Burundais, qui sont dans l'armée. Mais le petit Burundi fait face au Rwanda. Nous sommes que faibles, nous sommes, pas nous. Nous donnons l'occasion aux mauvais citoyens de nous diriger. Et c'est là dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, même dans votre secteur, ce sont les moutons noirs qu'on donne beaucoup, que nos autorités donnent beaucoup, reçoivent sur leur plateau. Et c'est ça notre problème, c'est ça notre faiblesse. C'est ça notre faiblesse. On ne sait pas ce qui est utile. Alors, lorsque vous voyez par exemple cet accord... Donc vous rejoignez son appel? Je dis relativement. Vous savez, il y a une partie où je suis d'accord avec lui, l'autre partie, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que lorsqu'on reste dans le raisonnement par raccourci que nous sommes infiltrés, tous les États sont infiltrés. Mais c'est à nous de choisir les bons citoyens pour diriger dans tous les secteurs. Nous avons les engagements de la RDC. On a demandé la réhabilitation des infrastructures de communication. Mais le tribalisme est né où? C'est lorsque les gens ne se fréquentent pas de gauche à droite. Souvenez-vous, rappelez-vous des discours du roi Baudouin de 1930. C'est simple, il a dit pour créer la cohésion nationale, il faut que les Congolais de l'Est visitent ceux de l'Ouest, du Nord au Sud. Mais aujourd'hui, chaque enfant grandit là, sédentaire comme un arbre. Il finit ses études là, il fait son université là. Vous croyez qu'il connaît d'autres compatriotes? Non. Qu'on revienne à la territoriale des non-originaires, comme à l'époque de Mobutu? Non, ce n'est pas ça. Ce qui a créé l'unité nationale, ce n'est pas la territoriale des non-originaires. Parce que cette territoriale des non-originaires, je vous dis, ça n'a rien fait. Les Bangala qui étaient à l'Est, leurs enfants parlaient le Lingala. Ils ne parlaient pas le Swahili. Et les Swahiliphones qui étaient de l'autre côté, leurs enfants parlaient français. Et les Swahili ne parlaient pas le Lingala. Donc ce n'est pas ça. Ce qui a créé l'unité à l'époque d'Isaïr, c'est parce qu'à l'époque d'Isaïr, il y avait encore des routes. Les gens pouvaient quitter ici pour aller de l'autre côté. Et puis à l'université, tous les jeunes finalistes, les diplômés, ils allaient faire l'année préparatoire, soit à Mbandaka, soit à Bukavu. Ils allaient dans le campus avec l'UNASA. C'est ce qui créait la cohésion nationale. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Merci mon Pili. Bruno Kaïmoa, j'ai eu une vive discussion pendant la journée avant de revenir au bureau justement avec donc l'envoyé spécial des États-Unis au sommet de Kinshasa en la résidence dans la maison de l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis. Question très difficile sur justement ce qui se passe dans les Grands Lacs. Le même discours qui est tenu à Kigali, bon, le malheur du Congo dans l'Est, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est d'abord ici les armes, les munitions, tout ce qui déstabilise l'Est, ça vient d'ici. Le même discours, oui, il y a qui sont dans ce qui se passe dans l'Est. Le même discours qui est tenu à Kigali. Comment expliquer ça? J'étais très monté avec le monsieur. Il y a une vraie question de la gouvernance au niveau de la société. Donc la façon dont la société congolaise est gérée pose problème. Donc quand on est appelé à être autorité publique, on doit savoir privilégier d'abord l'intérêt de la société. Ce qui pose d'abord problème chez nous, parce que quand les gens arrivent au pouvoir, c'est pour s'enrichir, c'est pour couvrir ses intérêts, c'est pour chercher à préparer sa retraite ou sa vieillesse, c'est pour faire l'une ou l'autre chose. Et donc, sincèrement, cette question bloque et est à la base de beaucoup de mots que nous décrions au sein de la société congolaise. Donc il est extrêmement important à ceux qui détiennent le pouvoir dans ces pays de faire tout ce qui peut être fait à leur niveau
pour pouvoir instaurer, pour pouvoir poser les bases de la gouvernance économique, la gouvernance politique. Parce que c'est ça qui fait qu'on ne sait pas, quand on va par exemple dans des grandes réunions comme ça, il faut sélectionner des gens qui comprennent bien la matière. Quand il faut envoyer des gens pour aller négocier sur la cause congolaise à l'étranger ou pour aller discuter sur l'une ou l'autre question, il faut envoyer des gens qui comprennent bien ce qui doit être fait. Quand on doit payer les forces de sécurité, il faut que l'argent parvienne aux militaires au lieu que cet argent soit détourné. Et donc cette question-là, Kabila n'a pas réussi à le résoudre. Et le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est encore en train de tâtonner. Donc, il n'y a pas une certaine rigueur sur la gestion de la chose publique. Donc, on a détourné des fonds publics pendant le régime Kabila. Il a regretté. On est en train de détourner les fonds pendant le régime Félix-Antoine Tshisekedi. Il continue à regretter. On a ouvert les prisons de Louzoumou. Moi, je croyais qu'on allait envoyer de... Vous n'êtes pas dans une digression là Je ne suis pas dans une digression, Fabien. Les réunions des bureaux, vous êtes déjà à Louzoumou, il faut qu'on jette les gens en prison. Finalement, toutes ces réunions des bureaux qui bouffent quand même l'argent du contribuable congolais, toutes ces réunions aboutissent ou sont clôturés par des communiqués. Et des communiqués par moment, il faut attendre le prochain tour, ce sera à Bujumbura. Entre-temps, des massacres, entre-temps, l'Est du pays est dans l'instabilité, la communauté internationale hypocrite, les États-Unis hypocrites, comment on appelle, l'Union européenne, tout le monde est hypocrite, et puis on dit non, c'est lui qui a la faute, c'est celui-là, c'est lui qui a la faute, c'est celui-là. La faute incombe d'abord, Fabien, à l'organisation interne de la République démocratique du Congo. On ne doit pas pleurnicher. Moi, je ne suis pas partisan de pleurnicher sur la scène. On ne pleurniche pas sur la scène internationale. On ne se plaint pas, on ne s'inquiète pas. Sur la scène internationale, ce sont les intérêts qui comptent. C'est la puissance. Merci Bruno Keïmoa. Monsieur Moukoua, donc apparemment, le débat est relancé de pouvoir former une grande armée, une armée redoutable, comme celle de Poutine, qui va commencer aussi à défier tout le monde et qui va s'aimer la désolation, la terreur dans la région. Et en ce moment-là, Kagame sera corrigé. Parmi les causes qui doivent aider la RDC, parmi les solutions qui doivent aider la RDC à retrouver son équilibre contre des pays comme le Rwanda, parce qu'à l'époque de Mobutu, la République démocratique du Congo, la République du Zaïre d'alors, était respectée et puis crainte par les pays voisins. Oui, mais ce sont les grands... S'il vous plaît, ce sont les grandes puissances. Regardez, Mobutu est le tout-puissant au centre de l'Afrique. Pratiquement, c'était lui le patron de l'Afrique. Et quand vous regardez Mobutu... Après Mobutu, il amène Museveni aux affaires à Kampala par un coup d'État. Mobutu est humilié. Je vais arriver là. Il va mourir avec des soucis au Maroc. Museveni est là, c'est lui le maître, mais il fabrique Kagame. Kagame est fabriqué. Regardez maintenant. Je vais arriver là. Voilà. Museveni semble se relancer pendant que Kagame. Je disais que les malheurs de la RDC, surtout l'Est, il y a 3 intervenants. Il y a d'abord nous-mêmes les Congolais, c'est tous les gens qui coopèrent avec les étrangers pour pouvoir déstabiliser leur propre pays. Nous les avons, même M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, l'a dit. Et puis, si les dirigeants de la deuxième institution du pays peuvent dire ça, comprenez qu'il y a même des fils du pays qui sont complices avec les étrangers pour coopérer à ce que l'on déstabilise certaines régions. Pour votre information... Il a dit et puis il les a cachés, il les a protégés. Non, mais il ne pouvait pas les citer. Il y a les parquets, il y a des institutions judiciaires qui doivent s'en saisir. Ce n'est pas M. Mbosso de les citer. Au moins, c'est connu, noir sur blanc, que l'Est du Congo est premièrement déstabilisé par les citoyens congolais qui coopèrent avec les étrangers. Et puis, deuxièmement, il y a le pays voisin, en l'occurrence le Rwanda principalement. Parce que Paul Kagame, c'est que qu'est-ce qui fait que les cours et tribunaux, ou les instances, les juridictions compétentes laissent ces gens-là, ils sont intouchables. Mais comment ils deviennent tous très têtus comme ça? Non. Même l'actuel pouvoir est informé que ces gens,
ils sont là, ils opèrent. Pourquoi on les laisse? Il y a un problème. Oui. Les pouvoirs judiciaires, c'est le troisième pouvoir qu'il y a dans un État. Mais les pouvoirs judiciaires dépendent plus du pouvoir exécutif par rapport à la puissance publique. Parce que l'impérium est premièrement détenu par les pouvoirs politiques. Ça veut dire que dès lors que le pouvoir politique est très mal représenté au sommet, les pouvoirs judiciaires qui doivent avoir des moyens. Parce que c'est les pouvoirs exécutifs qui doivent disposer des moyens. C'est aussi les pouvoirs exécutifs qui doivent mettre les autorités du pouvoir judiciaire à aller enquêter. Mais dès lors qu'il n'y a pas la bonne volonté du pouvoir exécutif, en tout cas je vous le dis en vérité ici que les pouvoirs judiciaires est étouffé. Les pouvoirs judiciaires, pour exercer sa mission, il faut que les pouvoirs exécutifs mettent ses moyens. D'ailleurs, même au niveau des recrutements. Alors, pour réhabiliter des gouverneurs déchus, le pouvoir judiciaire le fait avec promptitude, mais pour pouvoir traquer les gens qui déstabilisent le pays, ce côté-là, il y a une latence. Non. Comment expliquer ça? Non. S'il vous plaît, Pour arrêter les députés. S'il vous plaît, monsieur le défenseur des honorables. Dans les pouvoirs judiciaires. Je ne défends pas ici les pouvoirs judiciaires. Je suis en train de vous démontrer parce que la volonté des poursuites provient du pouvoir exécutif, des autorités politiques. Ce sont les autorités politiques qui doivent avoir la décision pour dire que nous devons maintenant mettre en place un pouvoir judiciaire pour traquer, par exemple, ces criminels. Raison pour laquelle l'IGF ici a existé depuis des années, depuis des décennies. Mais pourquoi seulement l'IGF, M. Alinguete, doit être cité comme une star? Parce qu'on a peut-être eu quelqu'un, les pouvoirs qui a eu un souci de devoir au moins voir clair dans les systèmes financiers. Aussi les mêmes soucis et aussi dans les systèmes judiciaires, les choses vont avancer. Ce qu'il y a, c'est que les pouvoirs politiques n'ont pas la volonté de traquer ce genre-là. Est-ce que ce n'est pas à cause de l'abolition de la peine de mort? Non. La peine de mort n'est pas abolie. Il n'y a pas que dans notre système, le code pénal congolais n'a pas, notre système judiciaire a parmi le peine, si vous lisez l'article 4 du code pénal congolais, livre premier, vous verrez que la peine de mort est la toute première peine qui est citée. Mais sauf que dans le cadre du système de droits de l'homme, avec les instruments internationaux des droits de l'homme que la RDC a ratifié, il y a ce qu'on appelle un moratoire. Ça veut dire en quelque sorte c'est un sursis. Et ce moratoire-là, les juges sont en train de prononcer jusqu'aujourd'hui la peine de mort contre les auteurs qui le méritent, mais c'est seulement que l'on n'exécute plus. On ne peut pas, par exemple, éliminer... Merci beaucoup. Monsieur Moukoua, je comprends que même les condamnés à mort, ils savent qu'ils vont rester en prison, sauf une menace d'AVC. Voilà. Non. La grâce présidentielle va venir et on peut... Dans la pratique... on peut faire raser le mur et puis sortir. Dans la pratique... Je voudrais réagir au propos de mon co-débatteur ici, M. Moupili. Mon frère, chacun des pays de la région, le 9 voisins de la RDC, chacun quand il vient dans ce que j'appelle foire ou accord que nous signons, il a ses priorités à lui. Malheureusement, nous, la RDC, on est là pour assouvir le soif de tous ces pays de la région. Premier problème. Deuxième problème, c'est que vous avez évoqué les cas de l'Ouganda et du Burundi. Le président Kagame a accusé le Rwanda de même fait qui le pousse à intervenir sur notre sol. Avez-vous entendu qu'il a envoyé... Il a accusé le Burundi. Oui, justement de soutenir des groupes subversifs contre la sécurité intérieure du Rwanda. La même chose contre l'Ouganda. Avez-vous entendu qu'il a envoyé les troupes en Ouganda? Non. Ou au Burundi? Non. Parce que, justement, la question de sécurité, il y a un consensus national. Évidemment. Mais chez nous, ça n'existe pas. Le Rwanda peut entrer quand il veut, en 8 ans, de l'accord cadre. Vous ouvrez les portes par Rutshuru, non? Vous ouvrez les portes par Rutshuru. Exactement. C'est ce que je dénonce. Alors, ici. Même les Mwami, la nuit, sont congolais et le matin, ils sont congolais. Le problème, ce n'est pas le Mwami ou tous ces individus-là, malhonnêtes et bandits, qui pactisent avec les diables. Le problème, c'est l'État. Qu'est-ce que l'État fait de ces personnes? Parce qu'ils sont connus. Elles sont connues, ces personnes-là. Troisièmement, cher frère Moupili, nous avons des questions stratégiques qui touchent à notre sécurité intérieure. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans mon territoire, les Massissi, il y a encore des groupes armés
qui font payer la corvée à la population. Oui, je suis informé. Savez-vous que ces groupes armés peuvent, maintenant, à l'heure où je vous parle, lorsque vous allez dans des endroits comme Kirumbu, comme Massissi ou Nyangé, vous trouvez des groupes armés où vous ne savez pas qui les alimente en armes et munitions, vous ne savez pas qui est derrière, hein? On sait de toutes les façons qui forment ces groupes armés, mais c'est le rôle du gouvernement de la République. Et nous sommes sous... Aujourd'hui, ces gens à la base de ces groupes armés sont protégés. Le Sud Kivu Pourquoi la justice ne les poursuit Kivu pas? n'est pas sous l'état des Non, c'est à Massissi. Je parle de Massissi dans le Nord Kivu. Mais même si nous parlons du Sud Kivu, chers frères, il y a cette question où l'État a abandonné son rôle. Comment expliquer que toute une province, la quasi-totalité de la province, peut être dirigée par des groupes armés ou sinon des groupes d'autodéfense et que le gouvernement trouve ça normal? Vous avez d'une part le Maï Maï qui disent défendre le Babembe, Bafoulirou et consorts. Vous avez des bandits, des fameux Tuanéons, un groupe armé qui pense qu'il doit protéger les Banyamulenge. Vous avez d'une part la MONUSCO que je considère aussi comme un groupe armé parce que je ne vois pas ce qu'ils font, parce que depuis qu'ils sont là, on même parle, les ponts entre les groupes armés, comprenez, c'est là où j'ai dit, mon frère, il faut un consensus, un large consensus national autour des questions vitales de notre nation. Sinon, nous allons tourner en rond. Les politiques ne voient que son pouvoir. Regardez, quand on parle de Banyamulenge, même le gouvernement qui est censé jouer un rôle de réconciliation autour des communautés. Si aujourd'hui le gouvernement me dit que le Banyamulenge n'est pas congolais, évidemment, je dirais, il est rwandais, il doit aller chez lui. Mais regardez ce qui se passe de l'autre côté. Le gouvernement est resté bouche bée. Or, souvenez-vous de 98, souvenez-vous de 97 Afdel, on est passé par ce tuyau-là. C'est pourquoi j'ai évoqué l'Ukraine. Nous risquons de revivre. S'il vous plaît. Les fameuses situations que nous avons connues. S'il vous plaît, le contexte. Un peuple qui ignore son histoire, malheureuse qu'elle soit, elle est condamnée à revivre la même question. Le banditisme, Donc, banditisme russe, permettez, c'est pas une référence. ce n'est pas du banditisme. La Russie revendique son droit. terrorisme Il n'y a pas dans le monde ceux qui ont plus de droits que les autres. Nous changeons de sujet. Permettez que je chute, cher Fabien. savez les sujets. Nous sommes dans une logique aujourd'hui où ni la région, ni la communauté internationale, encore moins la MONUSCO, ne nous donnera la paix et le développement que nous voulons. C'est d'abord une organisation interne. Merci Chikourou d'avoir conclu. Nous abordons justement cette crise russe, Ukraine, Moscou bombarde. Vous avez vu, les images sont sur vos fans, vos portables, partout, tout ça. Ça donne des insomnies. Je ne veux pas qu'on aborde le volet économique, les conséquences, rareté du gaz en Europe occidentale, flambée des prix des produits pétroliers. Nous revenons au droit international. Moukoua, oui. D'abord c'est vous qui prenez la parole maintenant. Poutine, à quoi il joue? Est-ce que nous sommes dans la réconfiguration de l'ordre mondial? Mais ce sont les Occidentaux qui donnent l'occasion à celui qu'ils appellent l'ours russe. Poutine est en train de jouer à l'esprit de ce qui s'était passé à l'époque de l'ex-URSS. Pour Poutine, le territoire voisin qui appartenait à la défunte URSS doivent toujours être sous son hégémonie, doivent être sous son autorité et sous son contrôle. Raison pour laquelle... Au nom de quel droit? Ça, c'est de la barbarie. Parce qu'il y a le principe de la souveraineté des États et de l'intangibilité des frontières. Ce sont des principes qui sont consacrés par les droits internationaux. Mais les droits internationaux, tout juriste et praticien le sait, que souffrent de beaucoup de faiblesses par rapport à ça. Ça veut dire que ce sont les plus grandes puissances militaires et économiques qui déterminent ou bien qui taillent les règles des droits internationaux. À tout moment, les grandes puissances peuvent violer ces règles de droit international et puis
on ne parvient pas à les arrêter parce que les mécanismes des droits internationaux, les mécanismes judiciaires des droits internationaux est tellement faible que l'on ne sait pas, par exemple, arrêter la barbarie. Mais ça, c'est de la barbarie. L'Amérique, les États-Unis ont-ils peur d'affronter Poutine en Ukraine? Ils préfèrent recourir aux sanctions. Quel sera l'impact de ces sanctions? Est-ce que Poutine pourra-t-il fléchir finalement? Je ne peux pas dire ici que les États-Unis ont peur de Poutine. Mais sauf que le monde se dirige vers l'inconnu, tel que l'Ukraine. D'ailleurs, il faut même remonter les choses. La cause de cette invasion est que l'Ukraine souhaitait adhérer à l'OTAN. L'OTAN qui est une organisation atlantique nord, ça veut dire de l'Occident, depuis l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Une organisation oppresseuse d'autres nations? Non. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les deux blocs avaient créé des organisations défensives, comme je peux les qualifier. L'OTAN pour l'Ouest, et puis le pacte, ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui avait créé l'Union là à l'Est, ça existait. Mais après la chute de l'ex-URSS, la Russie n'avait plus le contrôle, par exemple, du respect du pacte de Varsovie. Mais l'OTAN ici, la Russie, Poutine a anticipé pour empêcher que l'Ukraine puisse, tout en étant un pays souverain, puisse adhérer à l'OTAN. Parce que pour Poutine, il considère que si l'OTAN allait jusqu'à l'Ukraine, ce serait une menace. Ça, il considère comme ça. Mais maintenant, les Occidentaux ont dit, parce que si les États-Unis à l'ère actuelle aussi doivent se comporter comme la Russie, je vous dis que le monde est embrasé. Parce que le monde risque de se diriger tout droit vers la guerre nucléaire. Mais voici seulement les limites que les Occidentaux ont tracées pour Poutine de ne pas toucher ou frapper un membre de l'OTAN, en l'occurrence la Roumanie et d'autres pays de l'Est. Ça veut dire, si on en arrivait là, maintenant, tous les États-Unis, comme les autres membres de l'OTAN que nous considérons qui se sont beaucoup réservés, en tout cas, vont vers quel schéma? Et puis, ce que nous ne voulons pas, c'est les guerres. On va vers quel schéma? Bruno nous parlera de l'implication directe et indirecte de cette crise Moscou-Ukraine. Je dirais Moscou et occidentaux. En Afrique, nous allons faire des analyses prospectives. Où allons-nous? Vers quel schéma? Ici, il faut comprendre les choses. D'abord, étant que spécialiste en droit public international, je ne peux pas me contredire. Je condamne cette agression russe contre l'Ukraine. Ça ne va rien changer dans le chef de Poutine. Mais ça, c'est l'étape explicative. Maintenant, je passe à l'étape compréhensive, qui est la plus savante. Ici, nous avons un Biden qui vient avec l'esprit de qui? Nous avons Biden. Vous savez, c'est Biden qui était lorsqu'on a tué Kadhafi. Parce que c'était lui le vice-président. Nous avons l'époque de Biden. C'était Hillary Clinton. Hillary Clinton. Biden était le vice-président de Barack Obama. On a tué Kadhafi. Mais nous avons connu que le monde était un peu calme sous Donald Trump. C'est pourquoi nous soutenions l'élection de Donald Trump, malgré son élection a été volée. Maintenant, Biden arrive, c'est lui le metteur en scène. Il manipule tous les chefs d'État européens là, qui ne sont que ses préfets. Ils n'ont rien à dire. Alors, mais une chose que Biden oublie, et même le président ukrainien, est que le monde n'est plus unique, cynique et sadique, comme en 2000, quand Mosè Laurent Désiré Kabila était assassiné lâchement par les puissances occidentales. Maintenant, il y a un monsieur Poutine qui est au pouvoir. Poutine, qui est un jeune homme qui a presque l'histoire comme celle de Hitler. Il était très jeune, il a pleuré le jour où... On n'a pas besoin de la chute de Poutine. Il y a des livres sur ça. Maintenant, il arrive au pouvoir. Oui. Poutine s'est préparé. Vous savez qu'il a organisé le festival en octobre 2017 où il a invité 27 000 jeunes, des Africains, partout au monde. Il a donné gratuitement le visa. Il les a pris en charge dans la restauration, l'hébergement. Il les avait donné des tenues, des téléphones. Et tout Africain qui a été là, surtout les Maliens, donc je dis tout Africain, a compris que
le russe n'est pas tel que la France, la France 24, la RFI, nos caricatures. Donc, Poutine aujourd'hui, c'est vraiment un acteur qui respecte les droits de l'homme. J'avais beaucoup d'admiration pour Poutine, mais allons vers des choses Alors, quand même. L'Africain ne doit pas rester quand même un admirateur, voilà, des gens. Non, parfois, vous posez la question pourquoi les Maliens, pourquoi les jeunes Burkinabés. Ce sont des jeunes qui ont vu qu'il a de l'admiration, la générosité, oui, on comprend. Qui ont vu Poutine, qui ont vu le Russe les accueillir. Alors que pour avoir les visas, ce qu'il est en train de faire là, les Africains mènent dans la Méditerranée. Que ça soit fait ici. Non, alors au Congo, quelqu'un entre pour dire voilà. Mais ça, c'est valider les incursions rwandaises. Parce que valider l'invasion de la Russie à l'Ukraine, c'est aussi valider la les question du droit rwandaises. international. Nous sommes en droit international. En droit international, le meilleur professeur du monde vous enseignera le principe d'égalité des États. Mais à la fin, on vous enseigne toujours, faites attention, le rapport des forces. C'est important. Maintenant, nous sommes ici, nous avons des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Il y a les accords signés entre la Russie et d'autres. Il y a même l'accord de Yalta, signé par Churchill, Staline et Roosevelt à l'époque, où le monde a été divisé. C'est pour cela. Nous, finalement, avec cette nous sommes allés en train de dessiner un nouvel ordre mondial. Maintenant, le président ukrainien qui croyait que lorsqu'il est téléphoné par le président américain, il est protégé par Dieu sur terre. Mais aujourd'hui, il a fait fuir sa famille. Je ne sais pas si sa famille dort aujourd'hui. Monsieur Kayimoa, merci. Le lendemain, on ne sait plus. Merci beaucoup, l'homme plein d'admiration pour Poutine et ses méthodes. Bon, dites-nous, quelle implication de cette crise entre occidentaux et russes sur le continent africain, éventuellement, voilà, est-ce que Poutine pourra-t-il céder aux sanctions à cause des sanctions prises contre eux? Oui, Fabien, le monde est en train de traverser un moment extrêmement important. Ça peut être un moment charnière pour aller vers les changements Monsieur positifs le réalisateur, nous au sommes niveau, dans le timing, au niveau de l'Afrique. Et il est important que nous sachions comprendre cela. Je vais faire juste un rappel des faits avant de répondre rapidement à la question. Le 25 octobre, je crois, le 23 octobre 1995, le président Bill Clinton était en train de recevoir son homologue russe, Boris Eltsine. Quelques années plus tard, donc dans cette rencontre, Boris Eltsine n'était pas d'accord du comportement que les Américains affichaient lors de l'exploit et de la division de l'ex-Yougoslavie et des accords qui avaient suivi. Mais l'interview de Bill Clinton qui avait suivi, il avait traité Boris Eltsine, le président russe, d'une personne ivre, qui était sorti en caleçon. Il avait dit publiquement devant les journalistes, Taylor Brand, ivre, qui était sorti en caleçon pour aller chercher les pizzas à la Maison Blanche. Ça avait humilié la Russie et ça avait humilié un homme comme Vladimir Poutine. Sans diplomatie, si dans les pays africains on le prend à la légère, il y a des pays qui n'acceptent pas qu'on humilie une grande nation comme la Russie. Et Poutine a dit travailler pour remettre la Russie sur sa place. Il a réussi à le faire. L'histoire est connue. Oui. Nouvel ordre mondial maintenant, après avoir échoué avec le Covid et sa propagation. Maintenant, c'est l'arme nucléaire qui revient à la charge après l'échec de Covid. Oui, donc il se fait que nous sommes en train d'aller vers cette logique-là, mais il faut dire que la crise telle qu'elle est en train de se dérouler, ce n'est pas pour Poutine qui a provoqué les Occidentaux, ce sont les Occidentaux qui sont partis provoquer Poutine. Donc si vous êtes responsable d'une nation, il y a des limites que vous ne devez pas accepter. Et donc, l'Ukraine était dans certains accords qui étaient signés entre l'Occident et donc l'OTAN et la Russie. On ne devrait pas normalement l'OTAN ne devrait pas aller s'installer en Ukraine. L'Ukraine devrait être considérée comme un état tampon entre l'Occident et la Russie. Mais les Occidentaux ont poussé les Ukrainiens à l'erreur
Et voilà que Poutine a dit, si vous franchissez les limites, La ligne rouge. je vais réagir. Et en tant que président responsable, parce que dans les relations internationales, il n'y a pas il n'y a pas de la flatterie. Je voulais d'ailleurs utiliser une phrase espagnole où si c'était en Espagne, et c'est ça ce que les Espagnols sont en train de dire, on dit d'habitude que Poutine est un hombre que tiene los cojones. Vendetta. Et donc, c'est pas une personne avec laquelle on peut aller blaguer. Et donc, ce qu'on est en train de vivre va changer effectivement l'ordre mondial. Ça va changer l'ordre mondial, on doit se préparer en conséquence parce qu'il peut y avoir des secousses au niveau d'Afrique et l'Afrique peut être au cœur de ces deux blocs. Il y a la Russie d'un côté qui n'a pas fait les choses par hasard parce que d'abord le coup a été monté au moment où c'est la Russie qui préside le Conseil de sécurité. La Russie contrôle l'Algérie, la Russie au Mali, la Russie est en Centrafrique. C'est pas par hasard qu'on a arrêté des Français et des Russes en Centrafrique. Et donc, on doit rester vigilant de tout ce qui est en train de se passer parce que si nous croyons que ça se passe en Ukraine, ça ne se passe pas chez nous, nous allons nous réveiller un matin où les affrontements entre les Russes et les Français ont lieu en Afrique centrale et nous ne saurons pas nous en sortir. Votre mot avant de terminer, allons-nous vers un nouvel ordre mondial comme ils le soutiennent après l'échec de pouvoir diminuer la population mondiale avec Covid? Maintenant, c'est l'arme chimique ou l'arme nucléaire. Alors, où allons-nous en Afrique? Ça peut nous mettre quelle puce à l'oreille? Mais écoutez, moi personnellement en tant qu'Africain, ça ne peut que me réjouir. Parce que vous avez parlé des droits internationaux, mais il y a les gens qui se cachent derrière le droit international pour venir violer ces mêmes droits internationaux. Nous, la République démocratique du Congo, nous vivons cette situation depuis des années. Alors que nous sommes un État souverain, mais on peut accepter qu'un pays, soutenu par ces mêmes puissances, puisse entrer chez nous comme on entre dans sa chambre et en sortir. Le problème ukrainien, c'est un problème d'accord. Je ne vais pas revenir sur cette question. Mon frère de gauche ici l'a bien dit. Souvenez-vous qu'il fut un temps où la Russie voulait aussi, pour sa sécurité, pour sa stratégie, voulait installer sa base au Cuba. Quelle était la réaction des États-Unis? D'où vient que le même États-Unis programme qu'il aille installer une base en Ukraine. Alors que vous savez qu'en Ukraine, vous avez les pro-russes et les pro-occidentales. Et vous savez comment les pro-russes ont connu un génocide. Ils ont connu un génocide. C'est pourquoi j'ai fait un peu une similitude avec une question stratégique ici chez nous. Bon, s'il vous plaît. Je n'ai pas osé le dire, mais mon frère, il faut que nous arrêtions de jouer au folklore, il faut nous attaquer aux vraies questions. Voilà, la Russie s'attaque aux vraies questions de sa sécurité. Et je crois que même si l'Ukraine est un État souverain, indépendant, au regard du droit international, je crois que les autres États doivent cesser de penser qu'ils sont après Dieu, c'est eux. Il faut respecter les États et respecter les accords. Bon, c'est clair. Vous avez suivi Biden hier. C'est clair. Dans une conférence de presse en direct, tout était décrypté en rouge. Un homme qui a peur de Poutine et qui recourt au sentiment. Je crois qu'il y a une question. Je crois qu'il y a une question, cher Fabien. Il y a une question de responsabilité. Nous sommes dans une situation où, si vous réagissez mal, vous risquez d'engager le monde dans une autre guerre mondiale. Merci parce beaucoup. Que justement, vous avez dit qu'il y aura des blocs. Il y aura des blocs. Première, deuxième guerre mondiale, ils ont eu le soutien des Africains. Mais ce que je ne soutiens pas, c'est que la troisième guerre mondiale, ils doivent être très prudents. Ce que je ne soutiens pas, c'est que la guerre ne terminera pas les problèmes. Parce que même si on se battait, même s'il y a des décombres, on finira toujours par s'asseoir. Merci. D'où, moi, je privilégie la voie de la diplomatie, les dialogues. Merci Mopili, Mokoua, Chikuru et Kayumwa. Vous l'avez bien suivi. Le monde bouge. Les grands démontrent leurs biceps. Et nous, en Afrique, je crois qu'on doit aller au-delà de la recherche de la nourriture pour le nombril pour réfléchir à fond, de manière apprivoisée. Parce qu'un pays peut disparaître en un jour.
Regardez le banditisme qui gouverne le monde. Sachez que nous nous restons attachés à ce pays, quels que soient les jouisseurs et leur nombre dans tous les secteurs. Le Congo est là, le Congo sera là, jouera son rôle. Poutine, quelles que soient les raisons, provoquées ou pas, ce qu'il fait, c'est du banditisme. Alors, c'est du terrorisme. Alors, Les banditisme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Ce sont des Occidentaux la violence, avec un président des États-Unis qui n'engendre que la violence n'engendre que la violence. Absolument. À très La bientôt. RDC doit aussi emboîter les pas. À très bientôt.